Philippe, bonjour. Bonjour. Merci Philippe de venir et de témoigner de cette matinale. On va parler aujourd'hui de tracer sa voie de dirigeant dans l'incertitude. Je crois que l'incertitude, tout le monde sait maintenant ce que c'est. On le vit tous les jours, on la En vit au soi. quotidien. Et donc voilà, mais tu vas nous donner des éclairages un peu différents. Comme je fais chaque fois, et je remercie beaucoup les partenaires qui sont des partenaires gratuits, je tiens à le préciser, mais qui, pour eux, ça a du sens de faire rayonner ces matinales, donc qui sont FIPLUS, l'organisation, l'association des directeurs financiers, Femmes Ingénieurs, Lyon Décideurs et la BP Aura. Donc voilà, donc merci à eux de pouvoir soutenir ces matinales et de faire en sorte qu'elles puissent se rayonner plus largement aujourd'hui. Alors, juste pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, donc bienvenue à ceux bien sûr qui nous suivent, et je sais que vous êtes nombreux à être fidèles au fur et à mesure de ces matinales. J'ai compté le nombre d'invités qu'on a eu pas plus tard que cette semaine parce que je voulais savoir, et on en est à notre 42e invité. Donc je me dis, waouh, que de chemin parcouru, ça fait 3 ans qu'on se rencontre chaque mois qu'on fait témoigner un dirigeant chaque mois pour éclairer votre chemin, et j'espère que vous repartez avec des pépites qui vous éclairent et qui vous inspirent. Alors, qui je suis ? J'ai l'habitude de dire que j'ai fondé mon cabinet il y a 15 ans, qui s'appelle HMR Consulting, et plus récemment la Fabrique des leaders éclairés, et j'ai l'habitude de dire que nous sommes des ostéopathes des organisations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ostéopathe des organisations ? Eh bien, c'est très simple. Quand on considère que l'organisation est un être humain, eh bien, la tête, c'est la vision, c'est effectivement l'étoile polaire. Ensuite, les équipes, eh bien, ce sont les bras et les jambes qui nous permettent justement de courir des sprints ou des marathons. Les valeurs, c'est le cœur. Et puis, il y a une colonne vertébrale, notre colonne vertébrale, dans laquelle eh bien, il y a 4 points névralgiques dans cette colonne. Ces 4 points, c'est la stratégie, qui bien sûr doit être alignée avec la vision, qui permettent de décliner cette vision-là, l'organisation, la structure et la culture. Et puis, mon expérience de 15 ans dans le milieu du conseil montre que une organisation, la stratégie s'exécute de manière très fluide lorsqu'effectivement ces 4 points sont alignés. Quand ils ne sont pas alignés, qu'il y a des points de blocage à l'un de ces points, eh bien, votre colonne vertébrale est comme vous, quand vous avez mal à un point du dos, vous avez du mal à avancer, et donc la stratégie ne s'exécute pas de manière fluide. Notre métier, c'est ça, c'est de savoir où les points bloquent et bien sûr de les débloquer en fait. Parce que, et pour éviter, parce que et c'est aussi ce qu'on va parler, la culture d'entreprise, les modèles mentaux, toute cette identité, et aussi un point extrêmement important, c'est un peu comme ostéo, vous savez, la L4, L5, quand elle est bloquée, celle-ci, elle vous empêche complètement de marcher. Donc voilà pourquoi, voilà ce qui nous sommes et voilà ce qui nous anime en fait au sein du cabinet. Pour l'exercer, on a 3 pôles, un pôle conseil, un pôle formation, un pôle coaching. Dans ce pôle conseil, on va challenger la vision, accélérer l'exécution, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis conduire le changement de manière, lorsque c'est nécessaire, justement pour conduire ces changements sur le volet humain de manière culturelle. Voilà. Notre ADN, et notre singularité, c'est vraiment faire du sur-mesure et adapter vraiment les choses à nos clients pour vraiment vivre et s'imprégner de l'ADN de nos clients pour pouvoir les accompagner dans leur croissance. La Fabrique des leaders éclairés, là où vous êtes, l'espace dans lequel vous êtes, un des espaces de la Fabrique, c'est notre laboratoire d'innovation managériale et stratégique. Je l'ai créé en 2019. En fait, c'était avant le Covid, mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir accompagner et éclairer ces nouvelles formes de leadership, en fait, en tout cas, parce que justement, le monde a changé et que le monde compliqué et le monde complexe de maintenant, c'est 2 choses différentes, et qu'effectivement, on n'a pas les mêmes aptitudes, ne servent pas. Les comportements et les aptitudes qui nous servaient hier ne sont plus les mêmes que celles qui nous servent aujourd'hui pour justement gouverner dans ce monde actuel. 3 espaces, un espace d'inspiration, ce sont les matinales dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Donc, j'en profite pour donner l'actualité. Dominique Tomada, chef d'entreprise, sera notre invité le 24 avril et il nous parlera plutôt effectivement d'un sujet qu'on n'a jamais traité, c'est la satisfaction client. Comment rendre la satisfaction client vraiment inévitable dans l'entreprise. Deuxième espace, c'est un espace d'expérimentation. Et là, ce sont les cercles des leaders éclairés. Chaque mois, j'organise une séance avec 10 dirigeants qui vont partager lors d'une session de co-développement, c'est-à-dire une session de résolution de problèmes entre pairs, leurs enjeux actuels et repartir avec des pistes de solutions.
Et donc, la prochaine séance, elle est tout à l'heure le 27, aujourd'hui entre midi et 2, mais celle-ci était complète. Pour ceux qui veulent s'inscrire et venir avec nous, la prochaine est le 24 avril, entre midi et 2, et ça se passe en Teams. Et puis le troisième volet, le troisième espace, c'est un espace de transformation avec des parcours de leadership, justement qui permettent de définir, dans lequel on donne des outils avec des clés pour mettre en œuvre la stratégie, pour faire en sorte qu'une belle stratégie sur PowerPoint puisse devenir une stratégie qui s'incarne dans le réel. Et puis, effectivement, des aptitudes de leadership qui vont avec et qui permettent d'accélérer la stratégie aujourd'hui. Donc voilà l'actualité de la fabrique. Je prends le relais. Philippe, je vais te laisser te présenter. Et juste avant que tu te présentes, je vais expliquer pourquoi tu es là, en fait, si tu veux bien. Donc, en fait, c'est très simple, Philippe. Je te suis depuis 2019, depuis ton premier livre qui m'a fascinée sur les modèles mentaux. Comment craquer le code des organisations. Je me suis dit, waouh, comment on fait ça? Et depuis, je te suis, je suis ce que tu fais, je suis les articles que tu postes sur LinkedIn. Et puis, dernièrement, en te suivant comme ça, j'ai découvert ton nouveau livre qui s'appelle « Tracer sa voie dans l'incertitude ». Et là, je l'ai acheté tout de suite et ça m'a vraiment parlé. Et donc, je me suis dit, il faut que j'invite Philippe, en fait, parce que depuis le temps que j'en avais envie, j'ai sauté sur l'occasion. Et merci d'avoir accepté, Philippe, d'être avec nous ce matin. Voilà, et de traiter ce sujet de l'incertitude, de comment est-ce qu'on trace sa voie, comment est-ce qu'on dirige dans l'incertitude. Mais je t'invite à te présenter, Philippe, et nous dire, toi, qui tu es. Alors, d'abord, merci pour ton invitation. Je pense que c'est plutôt à moi de te remercier. Je suis très, très, très heureux d'être là. On va passer un moment avec plein de sujets intéressants. Donc, je suis aujourd'hui professeur à EM Lyon Business School depuis 2010. Auparavant, j'ai été entrepreneur dans la tech. Donc, autant vous dire que l'incertitude, je l'ai vécue, je dirais, de l'intérieur, hein, comme entrepreneur. Je l'ai aussi vécu parce que les clients pour lesquels je travaillais, qui étaient des grands acteurs des télécoms, notamment télécoms mobiles, la vivaient aussi. Hein. Je crois que c'est une industrie qui a été particulièrement secouée par l'incertitude et les changements. Et donc, je l'ai vécu donc, au niveau individuel, en tant que dirigeant, mais aussi avec les clients au sens humain qui étaient chez mes clients, et puis au sens stratégique, hein, avec les entreprises qui sont soumises à tous ces changements. Aujourd'hui, à EM Lyon, j'interviens sur des questions, alors sans grande surprise, historiquement plutôt d'entrepreneuriat et d'innovation, puis par extension, plutôt sur des questions de transformation, puisqu'évidemment, la question qui se pose en incertitude, c'est comment l'organisation doit se transformer dans un monde qui évolue beaucoup, et encore une fois de manière incertaine, puisque ça va de toute façon interroger la structure même de l'organisation, son identité, non pas juste comment elle fait les choses, mais voir ce qu'elle fait, qui elle est, etc. Donc c'est sur ces questions que je travaille, à la fois sur le côté théorique recherche, mais aussi j'interviens beaucoup auprès des entreprises, parce qu'évidemment ça nourrit le cercle vertueux d'apporter des concepts, de les voir en application, de nourrir une réflexion, etc. Voilà ce que je fais en quelques. Et puis oui, j'écris beaucoup de choses et je fais un podcast, etc., etc. Alors Philippe, merci pour ça. Ce que je vais faire, c'est comme j'invite chaque et c'est le principe de ce podcast et de cette matinale, c'est que ce soit pas un échange qu'entre toi et moi, Philippe, ni quelque chose de descendant, mais ce soit un échange entre les gens qui nous écoutent en fait ou qui sont avec nous ce matin. Donc je les invite à poser toutes les questions qu'ils souhaitaient le faire, et moi je serai c'est ça qui est intéressant. Et moi, je serai le porte-parole, je te ramènerai ces questions, je prendrai la balle au bon. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions à Philippe. Et bon, voilà, je lance le bal avec ma première question, qui est plutôt comment est-ce que, pour poser les choses, Philippe, puisque c'est par là que je t'ai connu, qu'est-ce que c'est qu'un modèle mental ? Alors, un modèle mental, on n'a pas vraiment l'habitude d'en parler en management ou même en coaching, etc. Pourtant, c'est une notion qui est à la fois très profonde et pas du tout nouvelle. Hein. J'insiste, je ne suis pas l'inventeur de cette notion, au contraire. Hein. Elle est mobilisée en psychologie, en neurologie. Pour faire très court, on sait aujourd'hui que pour comprendre le monde, notre cerveau, alors qui est alimenté d'une quantité colossale d'informations par nos yeux, nos oreilles, nos 5 sens, doit faire un filtre pour garder seulement ce qui est important.
Et on sait, ça a été bien décrit désormais en neurologie, que pour ça, notre cerveau va construire effectivement un modèle de la réalité, c'est-à-dire garder quelques éléments fondamentaux. C'est comme une carte routière. Hein, quand vous êtes sur Google Maps, vous êtes sur la route, eh bien Google Maps va vous montrer les routes et les chemins, mais il ne va pas vous montrer les fleurs, les arbres, etc. Donc il y a un tri à la base qui est fait, et pour montrer ce qui est considéré comme essentiel par rapport à la tâche donnée. Ici, c'est m'amener de Paris à Marseille, par exemple. Donc il n'y a pas besoin de voir les pâquerettes quand on va de Paris à Marseille. Et donc, cette notion de filtre, elle est importante parce qu'évidemment, sur quels critères on va faire ces filtres, ça va revenir à éliminer de l'information, à en focaliser d'autres. Et c'est là que peuvent surgir éventuellement des surprises. Donc, un modèle mental, c'est une représentation interne de notre cerveau qui est fondamentalement basée aussi quelque part sur des croyances. Par exemple, un modèle mental de manager, c'est comment je crois, moi, qu'on peut susciter l'engagement au sein d'une équipe. Hein, le leadership, par exemple, c'est croire que voilà comment je mobilise mon équipe. Et on peut avoir des modèles différents. Il y a des gens qui vont vous dire, on mobilise une équipe en leur donnant des primes, parce que ce que je crois, c'est qu'il n'y a que l'argent qui motive les gens. D'autres diront, non, moi, je motive mon équipe en leur disant, on construit une cathédrale, on a un purpose. Vous voyez, des croyances différentes vont amener à des façons d'agir différemment. Donc, on a des modèles au niveau individuel. Voilà, quels sont mes modèles mentaux sur le management, sur mon métier, si je suis comptable, comment je représente mon métier de comptable, par exemple, ce qui est important, ce qui n'est pas important, mes valeurs, etc., etc. On a des modèles collectifs, c'est les modèles d'une organisation, qui peut être les modèles de ma profession, mais aussi les modèles de mon département, les modèles de mon entreprise, si je suis chez Renault, chez AXA ou ailleurs, ou au ministère de la Défense, des Armées, etc. Donc, on a des modèles collectifs, et puis des modèles sociétaux, qui fonctionnent de la même manière. C'est ce qu'une société croit sur ce qui est important, pas important, légitime, pas légitime, etc. Et tout ça va induire derrière des comportements. Tu me disais tout à l'heure, puisqu'on échangeait, on va le redire, c'est qu'effectivement, et tu peux donner quelques exemples actuels, en fait, très, très actuels, qu'on échangeait tout à l'heure sur quelles sont les croyances ou les modèles mentaux qui peuvent influencer la croyance qu'il n'y aurait jamais de guerre en Ukraine. Oui, alors on l'a vu effectivement, on l'a vu avec le Covid, par exemple. Hein. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec un chef d'entreprise dans les premiers jours du confinement, et il me disait, je viens de terminer une étude avec ma DRH, et on avait conclu que le télétravail n'était pas possible dans mon entreprise. Et puis, une semaine après, le télétravail sauvait son entreprise. Voilà. Donc, on va avoir des événements comme ça, brutaux, qui vont remettre en question des croyances bien établies. Alors, évidemment, on l'a vu avec le télétravail, mais on l'a vu en Ukraine, où désormais la guerre est en Europe. On l'a vu, oui, tout à l'heure, en préparant, on évoquait le Groenland. Qui aurait pu penser, il y a peut-être un an, qu'on passerait à deux doigts d'une guerre entre les États-Unis et le Danemark ? Voilà, donc les événements, que ce soit des crises brutales ou des évolutions profondes, on peut parler de l'IA, on peut parler du climat, on peut parler des évolutions sociologiques, etc., vont miner, soit très brutalement, soit progressivement, ce qui est plus insidieux, ces modèles. Or, ces modèles sont à la base de comment on se construit. Quand vous avez une évolution sociologique qui remet en question les modèles du travail, par exemple le rapport à la carrière, l'équilibre entre la vie et le travail, etc., vous êtes au cœur non seulement de ce qui fait une organisation, donc voilà, c'est pas quelque chose d'anodin un peu à la marge, on va repeindre en bleu alors qu'avant c'était en rouge, on est au cœur du collectif, et on a la même chose au niveau sociétal, bien sûr. Hein. Le travail, pour ne prendre que cet exemple, il n'est pas juste au cœur de l'organisation, il est au cœur de la société. Et on voit bien que c'est des choses qui résonnent. On a eu le travailler plus pour gagner plus ou travailler moins pour gagner autant. On voit bien qu'on est sur des choses qui sont très fondatrices du collectif. Hein. Donc c'est pour ça que quand ces modèles sont bouleversés, minés, rendus obsolètes, c'est le collectif qui est affecté. Alors du coup, la deuxième chose, une fois que tu as défini le modèle mental, tu peux nous définir, et c'est une question qu'il y a, est-ce que tu nous définis l'incertitude ? Alors l'incertitude, à la base, hein, c'est effectivement le manque d'information sur un phénomène.
encore une fois, pour reprendre un exemple vraiment trivial, rappelons-nous, au début, le Covid, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, on ne le sait d'ailleurs pas encore tout à fait, on ne sait pas trop comment ça se transmet, il y a des hypothèses, on n'est pas sûr, est-ce que le toucher, etc. On ne sait pas trop comment le soigner, évidemment, d'où les morts qu'il y a eu. Voilà, donc on va être dans un moment dans lequel les modèles sont pas là pour nous aider à décider, puisque on avait déjà eu une pandémie. Le coronavirus est quelque chose qui existait déjà, mais cette situation-là était nouvelle, et donc on va devoir prendre des décisions alors qu'en fait on n'a pas le centième de l'information dont on aimerait disposer. Alors, confinement, pas confinement, etc. Est-ce qu'il faut de la chloroquine, pas de chloroquine, etc. Donc on se retrouve avec une décision ou un ensemble de décisions à prendre, alors que, un, on n'a pas l'information suffisante, on manque de données, et puis deux, surtout, les modèles sur lesquels on aurait pu s'appuyer sont non seulement pas forcément là, mais voire contre-productives, puisque la situation change, on est face à une situation inédite, et le propre d'une situation inédite, c'est que les modèles pour ça, on n'a pas la recette en quelque sorte. C'est comme si on nous disait, voilà, fais un gâteau, mais oui, mais j'ai pas la recette. Voilà. Et l'incertitude, elle vient de là, elle vient de cette espèce de mélange de modèles en obsolescence, de modèles qui émergent, on n'est pas sûr et tout. Et pourtant, on est obligé d'avancer. Et donc, du coup, ma question, c'est par où tu commences quand tu sens que le modèle s'essouffle et que tu n'as pas de visibilité sur la suite, donc du coup. Ouais. Alors, par où on commence? Peut-être le plus difficile, c'est d'avoir conscience justement que nos modèles sont obsolètes. On a, moi je cite il y a un événement qui s'est produit en mai 2025. Il y a eu des grandes manœuvres de l'OTAN, ça s'appelle Hedgehog 2025, et qui était un wargame en fait, donc une simulation. Et donc les militaires de l'OTAN se sont dit, on va demander aux Ukrainiens de jouer le rôle de l'ennemi. Donc les Ukrainiens sont arrivés, ils ont dégommé tout le monde en une matinée. Et l'OTAN s'est rendu compte que ces modèles de guerre étaient totalement obsolètes. Alors ça a été un peu un choc. Et donc la première chose, je pense, qu'on doit faire dans une période d'incertitude, c'est prendre l'habitude de passer un petit peu en revue ces modèles. Je sais pas, quand tu as un foyer fait à la fin du mois un peu sa compta en disant voilà où on en est, on devrait un peu faire pareil sur nos modèles mentaux. Alors tous les mois, je sais pas, mais enfin de façon régulière, je crois qu'on est dans des cycles qui s'accélèrent, faire un peu l'inventaire de nos croyances, de nos hypothèses sur est-ce que c'est ce que l'on croit sur nos clients, par exemple, est encore vrai, ce que l'on croit sur nos concurrents est encore vrai, ce que l'on croit sur l'environnement international, est-ce que c'est encore vrai, etc. Donc, je crois que vraiment, c'est presque un peu comme le brossage de dents, c'est quelque chose qui doit être fait de façon régulière si on veut qu'on ait une bonne hygiène dentaire, une bonne hygiène stratégique. C'est quand même de réviser régulièrement ces hypothèses, parce que dans un monde qui change très vite, on a pu s'appuyer sur quelque chose pendant parfois très longtemps, et puis parfois brutalement, parfois progressivement, ça n'est plus vrai. Et il faut être capable au moins d'en prendre conscience. Sinon, on continue à avancer avec la mauvaise carte routière. Ça veut dire, tu sais, dans ta première règle, il y a 8 règles dans ton livre, alors je ne les connais pas par cœur, mais tu m'excuseras, mais je me raccroche. Moi non plus, tu sais, je ne serais pas forcément capable. La première règle que tu dis, c'est se réconcilier au réel. Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? C'est-à-dire challenger ses croyances à la lumière du réel, en fait, parce que le réel d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et n'est pas celui de demain. C'est vraiment ça, c'est que une des plus grandes difficultés, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est, et sachant qu'elle peut être très désagréable. Alors moi, je cite le cas d'Apple en 96. Alors, on connaît tous Apple, iPhone, super, etc. Ce qu'on connaît moins, c'est que Apple, en 1996, était au bord du dépôt de bilan, enfin de la cessation de paiement. L'entreprise était au bout du rouleau. Elle fait revenir Steve Jobs. Enfin, c'est une vraie saga sur laquelle je vais passer. Mais le premier geste de Steve Jobs, c'est de ramener l'entreprise Apple, mais pas que elle, mais aussi ses partenaires, à la réalité. Et en gros, il dit, écoutez, on en pense qu'on en veut, mais on a perdu la guerre contre Microsoft. Voilà, c'est comme ça. On peut pleurer, on peut dire que c'est injuste, c'est terminé. Ce jeu-là, il est fini, il est plié, et c'est pas nous qui avons gagné. Voilà. Et puis, il tue comme ça quelques vaches sacrées. Et devant, sur YouTube, il y a une vidéo où
il mène un peu le bal en disant, ben voilà, pendant longtemps, on s'est dit que, ben c'est pas vrai. Pendant longtemps, on a cru que, et c'est pas vrai, et c'est fini, etc. Donc, il y a cet exercice-là devant une salle qui est un peu sous le choc, mais son message, c'est dit, tant qu'on n'accepte pas cette réalité-là, on n'a aucune chance de rebondir. Voilà. Et une fois qu'on dit, voilà, par exemple, et on revient sur ces modèles mentaux, Apple s'est construit pendant très longtemps sur l'idée que leur ennemi, c'était en termes très philosophicaux, presque militaires, leur ennemi, c'était Microsoft. Et aujourd'hui, il dit, nous avons cru pendant très longtemps pour que Apple gagne, il fallait que Microsoft perde. Et bien aujourd'hui, nous avons besoin de Microsoft, et Microsoft et Apple peuvent gagner ensemble. Voilà un exemple typique d'un changement de modèle mental. Hein. On croyait que, peut-être que ça a été vrai, mais c'est plus vrai. Voilà, donc on n'est pas là pour... C'est plus vrai. Et maintenant, le nouveau modèle mental, c'est que Apple a besoin de Microsoft. Et il annonce une alliance avec Microsoft devant la consternation des gens qui sont dans la salle. Mais ça, pour moi, c'est un vrai rôle de leadership, hein, c'est de faire accepter la réalité, quelque désagréable qu'elle soit, pour dire, voilà, à partir de là, et je sais que c'est pas marrant, on aimerait bien que, mais c'est comme ça, à partir de là, on se donne une chance de pouvoir rétablir. Mais si on essaye de se rétablir sur des lubies, des choses qui sont plus vraies, etc., on n'est pas dans le réel, et donc là, pour le coup, on persiste dans une espèce de bulle de double de soi-même qui nous condamne, en fait. Merci. Donc, se rapprocher au réel. Comment concrètement, et après je reprends les questions parce qu'il y en a plein, c'est super. Comment concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais ou comment tu conseillerais de faire pour justement challenger ce modèle mental dans l'entreprise? Parce que là, tu vois, ce que tu nous dis, c'est que Steve Jobs, c'est un homme qui arrive et qui lui dit, ma croyance, il a déconstruit sa croyance, il est parti de lui en fait, hein, si tu veux. Et après, il a fallu qu'il convainque. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Est-ce que par exemple, je sais pas moi, écouter la voix du client, faire un 360 pour essayer d'être à l'écoute de différents, de la géopolitique, etc. Est-ce que c'est aussi une manière de se reconnecter au réel, en fait? Qu'est-ce que tu dirais à un comité de direction qui doit se reconnecter à la réalité pour justement peut-être changer? Ça se fait à tous les niveaux, hein. C'est ça qui est bien. Ça se fait, moi je le fais souvent en codir Comex, mais chacun d'entre nous peut le faire, hein. C'est-à-dire que là en allant au bureau demain matin dans le métro ou dans la voiture, c'est tout simple, c'est de se dire tiens, quelles sont mes croyances sur mes clients, par exemple. Voilà. Par exemple, nous croyons que nos clients nous choisissent parce que, je dis n'importe quoi, on a le meilleur service. Bon, ok, ça c'est une croyance. Ok. Bah, c'est de la mettre sur un tableau blanc et puis en équipe de se dire, voilà, d'abord, est-ce que c'est vraiment ça? Si oui, est-ce que ça l'est toujours? On va peut-être s'apercevoir que nos clients nous choisissent parce qu'en gros, on est les moins chers, qui ne s'occupent pas de notre service et on croyait que, mais en fait, voilà. Donc ça peut prendre des formes extrêmement simples, hein. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ça peut se faire au niveau perso, voilà, en allant au bureau le matin, mais ça peut se faire dans son équipe. On peut se faire. Alors, imaginez, vous avez une réunion d'équipe chaque semaine. Moi, je sais que je connais des entreprises où, avant les sujets, etc., le manager dit, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris depuis qu'on s'est vu la semaine dernière? Et ça peut être, par exemple, bah oui, effectivement, moi, il y a un de mes partenaires qui m'a dit que, et j'ai été très surpris, ou il y a quelqu'un qui a quitté l'entreprise. Ça m'a très surpris parce qu'on le voyait comme un high potential, etc. Voilà. La surprise, hein, c'est aussi, c'est un révélateur du modèle mental. Je suis surpris par tel événement parce que mon modèle m'avait prédit qu'il allait se passer autre chose. Or, il s'est passé cet événement, donc quelque part, c'est le modèle qui est en question. Donc, la surprise, c'est un petit coup de projecteur sur mon modèle. La plupart du temps, on l'ignore parce qu'on est un peu pas content, ça c'est pas ce qu'on voulait, donc on passe à autre chose. Si on fait attention aux surprises, c'est quelque part la réalité qui nous dit attention, tu es peut-être en train de rater quelque chose. Donc, faire attention aux surprises, c'est juste un exemple. Il y a plein d'autres techniques qu'on peut mobiliser dans des ateliers, mais prêter attention aux surprises, les examiner, c'est très puissant. Alors, c'est zéro budget, hein, il n'y a pas besoin de post-it, il n'y a pas besoin de... C'est vraiment un truc qu'on peut faire individuellement, collectivement, dans une petite réunion de service, jusqu'à un COMEX. Et c'est très simple et très puissant. Et très agréable parce que c'est aussi une façon de
de créer un collectif, c'est de revisiter ce que nous pensons de nos clients, comment nous les voyons, et de se dire, ah, on a peut-être raté quand même cette évolution. On était toujours resté sur l'idée que nos clients nous choisissaient pour A, alors qu'en fait, il y a Dupont dans le groupe ou Dubois qui nous dit « Oui, mais moi, je m'aperçois qu'ils me parlent beaucoup de tel aspect, par exemple, nos clients. » Ah oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Vous voyez, et là, on commence à se dire nous croyons maintenant que nos clients nous choisissaient pour le service, mais que maintenant, ils sont intéressés par un autre. Voilà. Et puis, on peut dérouler comme ça, mais le principe, il est là et il est assez simple. C'est dans la pratique. La théorie est très simple, en fait, des modèles mentaux. C'est vraiment une question de pratique. Comme tu dis, donc ça veut dire, première hygiène de vie, première règle d'hygiène de vie, revisiter ses croyances régulièrement, oui. En relation au réel, en fait, oui. pour être sûr d'être au réel d'ici maintenant. Parce que tu dis aussi dans une autre règle d'éviter d'être dans l'illusion du futur ou dans l'illusion de… Voilà, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut être dans le déni, des choses qu'on ne voit pas, les fameux angles morts, parce que justement, peut-être nos croyances nous font les éviter et parce qu'on n'a pas envie de les voir, en fait, aussi. Ça peut être ça. Absolument. Mais ça peut être ça. Donc ça, c'est la première chose. J'ai une question que je vais poser. Alors, justement, Thierry nous dit, les modèles mentaux sont internes à l'entreprise, l'incertitude plutôt externe à l'entreprise. Comment faire évoluer l'organisation pour qu'elle s'adapte plus vite à la nouvelle donne? Il me donne un exemple. L'armée française n'a que des missiles à 1 million d'euros, 1 milliard, j'imagine, pour tuer des drones à 20 k €. Alors que ça fait 4 ans que la guerre a commencé. L'armée sait cela, mais n'a pas avancé. Comment expliquer ces paradoxes? Alors, c'est un très bon exemple qui est tout à fait indicatif et typique de ce qu'on vit, c'est-à-dire que on a un modèle. Alors, je suis pas du tout spécialiste militaire, donc je vais prendre quelque chose de très générique et vous me le pardonnerez, mais en même temps, je suis pas le seul à le dire. Donc, l'armée française s'est construite pour une guerre de ce qu'on appelle de haute intensité dans un modèle historiquement qui était le modèle des années 80 où on se construisait pour une invasion russe à travers l'Allemagne. D'accord ? Donc, on s'est construit pour cette haute intensité. Il fallait détruire des chars, etc. Et puis là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des drones à 20 000 €, c'est souvent plus 5 000 €, voire 2 000 €. Et ce qu'on voit d'ailleurs au Moyen-Orient, c'est qu'on a des missiles effectivement de quelques millions de dollars qui sont utilisés pour descendre des drones qui valent 10 fois moins. Donc, là, on est dans l'effondrement des modèles, parce que ça n'est pas tenable. La masse gagne toujours contre la sophistication. Alors, pourquoi c'est difficile? Parce que justement, une armée, comme une organisation, elle doit se bâtir sur des modèles. Elle n'a pas le choix. On ne peut pas juste dire on va se préparer à tout. Voilà. Quand vous êtes dans un processus budgétaire, vous êtes un général, vous allez voir le ministre et vous dire monsieur le ministre, voilà mes demandes, j'ai besoin de tant de chars d'assaut, tant de missiles, etc. Et le ministre va dire, s'il fait ou elle fait bien son travail, va lui dire voilà, quelles sont vos hypothèses? J'ai besoin de tant de chars d'assaut parce que dans l'hypothèse où, je dis n'importe quoi, les Russes nous envahissent par l'Allemagne, il faut qu'on puisse… D'accord. Et puis j'ai besoin de tant de bateaux. Voilà. Tout ça derrière, il y a un modèle, une série d'hypothèses, comment on voit l'avenir de la guerre, et ça se construit. On est sur des temps très longs. Je crois que le prochain porte-avions nouvelle génération, c'est 2038. On est sur 20 ans donc, on doit se construire sur des modèles et ça engage après des décisions. Je discutais avec un amiral qui me disait, moi, je dois former des gens qui travailleront en 2038 sur le porte-avions et il me faut 15 ans pour les former. Voilà. Donc, il y a ces inerties-là. Et donc, on est aujourd'hui dans une période, et la guerre en Ukraine le montre bien, les guerres sont toujours des grands accélérateurs. Les guerres, les épidémies, évidemment, parce qu'il y a la mort qui est… la mort, comme dirait, je ne sais plus qui disait, la perspective de la mort est un formidable concentrateur de l'esprit humain. C'est pas regrettable, mais c'est comme ça. Et là, la pression de la guerre en Ukraine, c'est une incroyable accélération dans lequel les modèles mentaux sont complètement bouleversés et effectivement, on se retrouve avec des missiles qui coûtent des millions de dollars et en face de nous, on a des drones à des milliers de dollars. Donc, et c'est difficile parce que, c'est un peu ce qu'on évoquait juste avant, c'est qu'il faut prendre conscience de ça, mais les modèles mentaux, c'est encore une fois des habitudes, c'est-à-dire que ce qu'on a très souvent, et on a aussi ça dans le changement, on croit, c'est aussi un modèle mental, nous croyons que dès lors qu'on a conscience de la nécessité de changer, alors on va changer. Eh bien, c'est pas vrai.
Si c'était vrai, ça serait très facile de s'arrêter de fumer. Moi, j'arrêterais de manger du chocolat. Voilà. Donc, nous croyons que, et moi, je l'ai beaucoup vécu. C'est une réponse un peu longue, mais on a tous ces dernières années, quand on fait des conventions d'entreprise, il y a forcément aujourd'hui quelqu'un qui vient vous expliquer qu'avec la révolution de l'IA, etc. Donc, moi, j'ai assisté à une assemblée générale de cabinets de comptables. Ils font venir un expert de l'IA et l'expert de l'IA leur dit, voilà, avec l'IA, dans 5 ans, vous êtes tous morts. Cette espèce de message, il repose sur la croyance qu'en faisant très peur aux associés du cabinet, ils vont bouger sur l'IA. Hein, c'est le côté, on appelle ça l'électrochoc. Voilà. Un électrochoc va induire le changement. Ça, c'est un modèle mental qui n'est pas vérifié. L'électrochoc, il peut paralyser, il peut tétaniser. Et de fait, moi, j'ai un associé, j'étais à côté d'un vieux de la vieille qui m'a dit là, alors moi, ce que je comprends, c'est qu'on n'y arrivera jamais, et il est en train de mettre à jour son CV, vous voyez. Donc, l'électrochoc, il peut avoir des effets contre-productifs, etc. Donc, voilà, c'est une longue réponse, mais pour dire que là aussi, le modèle de changement qui est un électrochoc, c'est l'événement qui va conduire au changement, on le voit dans la guerre en Ukraine, là. Ce dont l'Europe n'a pas pris conscience encore aujourd'hui, c'est qu'il y a urgence. Il y a, je pense, une prise de conscience que les règles ont changé, mais je suis d'accord, c'est terriblement lent, et de comprendre que votre monde a changé très brutalement, c'est comme en juin 40, c'est pas que les gens n'avaient pas conscience que les Allemands étaient en train d'arriver, c'est le degré d'urgence. Et ça, c'est clairement quelque chose dont beaucoup de dirigeants européens n'ont pas conscience. Il y a urgence. Merci Philippe. J'appuie une autre chose, tu vois, un modèle mental que je retrouve de temps en temps, et c'est souvent en entreprise, c'est de penser qu'il suffit de former les gens pour faire adopter la solution de conduite de changement. En fait. Oui, bien sûr. Alors là, il suffit qu'on les mette en formation et c'est bon, ils vont adopter la transformation et ça va se faire tranquillement, etc. Parce que derrière, le modèle mental, c'est s'il n'y a pas de changement, c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences. Donc, on va les former et tout ira bien. On a aussi, alors dans la même ligne, alors si tu veux qu'on ait des modèles mentaux sur la transformation, il y a aussi, s'il y a une résistance au changement, c'est qu'ils ont été mal informés. On a mal fait notre job de communication. Alors là, derrière, le modèle mental, c'est bon, ils sont un peu benets, il va falloir leur réexpliquer. Bon, c'est un peu fatigant de travailler avec des benets, mais comme on est gentil et puis que c'est important, allez, on va demander à la com de refaire un effort d'explication parce que, modèle mental, il suffit de leur expliquer et qu'ils comprennent pour qu'ils soient d'accord avec les changements que nous voulons leur imposer. Modèle mental. Exactement. Peut-être qu'ils ont parfaitement compris et qu'ils ne vous font pas du tout confiance. Et ça, évidemment, admettre ça, moi j'ai rarement vu des comex dire « Ouais, en fait, notre vrai problème dans la transfo, c'est que les gens ne nous font plus confiance. » C'est bizarre parce qu'on en est à notre 17e plan de transformation. Chaque plan pair fait le contraire du plan impair. Et donc, les gens ne nous font plus confiance et après, on s'étonne que la transfo ne fonctionne pas. Mais ça, c'est quand même difficile de se dire ça. Donc, on préfère dire ils n'ont pas compris, on va faire de la formation, on va mieux expliquer parce que si je t'explique, tu seras d'accord avec moi. Si le monde était aussi simple. Moi, je prends souvent l'exemple je me balade à 1h du matin dans une rue sombre de Paris, puis il y a quelqu'un avec un très méchant, avec un couteau qui me demande mon portefeuille. Je comprends parfaitement ce qu'il veut, en fait. Il n'y a aucun problème. Il peut me réexpliquer. J'ai compris. Je suis juste pas d'accord. On est bien d'accord. Donc, merci Philippe. C'est vraiment ça. Ça me parle, ce que tu dis. Alors, tu dis une 4e règle. C'est... moi, j'aime beaucoup cette règle, c'est sur apporter une réponse créative pour créer une voie nouvelle plutôt que suivre celle des autres. Ouais. Alors explique-nous en quoi c'est quoi le lien entre la créativité et... Pourquoi la créativité en incertitude? Alors, en fait, c'est assez simple, a priori, le rapport n'est pas évident, mais c'est de dire, l'incertitude, elle vient au fond du fait qu'on est dans un monde de changement. Donc, les voies anciennes sont plus valables ou sont elles-mêmes en contestation très forte. Donc, les modèles historiques sont contestés, sont obsolètes. Alors, attention, ils ne vont pas tous disparaître. Il y a aussi, évidemment, l'incertitude, c'est aussi que ce qu'on annonce qui va disparaître ne disparaît pas.
Par exemple, le télétravail, on revient en présentiel, donc on voit que des modèles qu'on pensait être obsolètes peuvent revenir. Ça ajoute à l'incertitude. Donc, l'incertitude, elle vient de ce que des modèles historiques sont contestés, de ce qu'il y a des nouveaux modèles qui tentent d'émerger, mais tous ne vont pas réussir. Et donc, on est dans ce magma-là. Donc, la métaphore, effectivement, c'est que les voies un peu historiques, comme un peu à la fin de l'Empire romain, il y a des voies, mais elles ne sont plus entretenues, etc. Donc, il ne faut pas essayer de se raccrocher à des voies historiques parce que certaines d'entre elles sont peut-être en état de décomposition avancée. Il faut créer sa voie propre. D'accord ? C'est dire, voilà comment, dans cette incertitude-là, je vais avancer. Parce que l'incertitude, c'est aussi, quand on dit incertain, c'est le fait que ce qui va se passer n'est pas certain. Donc, l'avenir n'est pas tant à découvrir, il est plutôt à inventer. Et donc, l'invention, c'est le domaine de la créativité, de la création. C'est, en tant qu'entreprise, ma stratégie pourrait être de copier ce que fait toute mon industrie, mais ce mimétisme-là, il est quand même très dangereux parce que si je fais comme tout le monde, c'est comme celui qui amenait tous les loups au bord du gouffre. Et donc, le vrai danger en incertitude, c'est de croire que les autres ont la réponse et qu'il suffit de les suivre pour s'en sortir. Et ça, évidemment, c'est très dangereux parce qu'on va tous vers le gouffre. Donc, l'espèce de retour en arrière que je propose, c'est dire justement, et ça, c'est en tant que pour un dirigeant d'entreprise, c'est de dire nous allons construire notre voie propre, notre façon singulière d'avancer dans cette incertitude-là, aussi bien la façon dont on s'organise, comment on fonctionne, comment on traite nos clients, les propositions de valeur qu'on fait sont singulières, parce qu'en incertitude, c'est la seule chance. Copier les autres, alors que les réponses, justement, dominantes sont fragilisées, le message, c'est que ça, c'est très dangereux. D'où, si on doit aller chercher sa singularité, parce que c'est ta 5e règle, c'est extrêmement important dans ce que tu dis. D'abord, il y a des entreprises qui ne savent plus quelle est leur singularité, en fait. Parce que peut-être qu'à force de rachat, de croissance externe, on a perdu ce que c'était que l'ADN, vraiment la singularité. Donc, comment tu fais, et justement, c'est quoi le lien entre la transformation ? Est-ce qu'une transformation, c'est perdre de sa singularité ? Je dis volontairement. Ou qu'est-ce qu'il faut faire quand tu te transformes, en fait ? Et justement, c'est quoi ce socle de singularité ? Comment il faut aller chercher sa singularité, en fait ? Alors, la singularité, elle est absolument fondamentale en stratégie. On en parle assez peu. On a souvent, malheureusement, dans les modèles de stratégie dominants, ils sont très mécanistes. On a des blocs, etc. Et en fait, la stratégie, elle est avant tout celle d'une entité qui se projette dans l'incertitude. Et le seul ancrage qu'on ait en incertitude, c'est soi-même, en fait. Et ça, c'est vrai individuellement et c'est vrai au niveau de l'entreprise. Moi, il y a un exemple que je cite dans l'ouvrage que j'ai vécu. J'ai fait une formation en stratégie avec quelques cadres de Bouygues Télécom en 2012. Et 2012, c'est important parce que c'était le lancement de l'offre Free Télécom. Et une des participantes me dit, nous, on s'est lancé au début, Bouygues Télécom, c'était le petit pousset de la téléphonie mobile, c'était le petit contre les gros. Donc, la représentation, elle n'employait pas ces termes-là, mais le modèle mental qu'on avait, c'était on était le petit contre les gros. Voilà, donc ça, modèle très fort. Et c'est très motivant, David contre Goliath, etc. Et ça a été structurant pour l'entreprise, cette singularité-là qui était, on est le petit, donc on est plus agile, plus original, etc., contre les deux gros mastodontes qui étaient SFR et à l'époque France Télécom, etc. Et elle me dit, et puis Free Télécom arrive en 2012 et on n'est plus les petits, en fait. On n'est plus les petits, le David, c'est Free Télécom, c'est Free Mobile qui est ça. Mais en même temps, on n'est pas les plus gros. Donc, et elle termine en disant, du coup, moi, je ne sais plus qui on est, en fait. Et là, je lui dis, si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas faire de stratégie, en fait. C'est juste pas possible. Alors bon, j'ai quand même fait le séminaire, et j'ai trouvé que son questionnement était assez génial parce que c'est vraiment la base de la base. C'est d'abord, qui sommes-nous ? Et à partir de là, on peut se projeter. Donc, cette notion de singularité, elle est absolument fondamentale et elle va nourrir une approche originale de la stratégie. Et à partir de là, il y a effectivement deux risques. Pareil, on en parlait un petit peu tout à l'heure.
il y a celui de s'enfermer dans cette singularité. Alors là, on a des entreprises qui disent « on a toujours fait comme ça » ou « notre fondateur faisait comme ça, donc on va faire comme ça pendant… » Voilà. Donc là, il y a le risque de l'enfermement avec toutes les problématiques identitaires, on l'a bien vu dans la société où des affirmations identitaires deviennent des prisons. Et puis l'autre risque, effectivement, tu le soulignais, c'est une inconscience de sa singularité. Et on se retrouve avec des organisations, pas que des entreprises, mais des organisations qui n'ont pas de socle identitaire. Et donc, oui, elles font le truc au quotidien, mais il n'y a pas d'âme qui unit tout ça. Ça peut marcher d'un point de vue purement fonctionnel et financier, etc. Mais ce que l'on sait de ces organisations qui n'ont pas une structuration de leur identité, une conscience de leur identité, c'est qu'elles sont très fragiles, justement, à ces périodes de changement, parce que quand il va y avoir un choc, elles vont se désagréger, en fait. Vous pouvez empiler des choses, mais s'il n'y a pas de la colle, tu parlais de colonne vertébrale dans ta présentation tout à l'heure, vous mettez des choses bout à bout, et puis s'il n'y a pas un liant, dès qu'il y a un choc, le truc vole en éclats. Et inversement, l'identité peut être une force incroyable. Moi, je cite le cas de Fuji dans les années 2000, Fuji qui fait des films argentiques, donc évidemment bouleversé par le digital. Et Fuji se dit, voilà, nous, on fait des films argentiques, il y a le digital, donc il n'y aura plus de besoin de films, donc on va mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont ils raisonnent, là, on est vraiment dans un questionnement stratégique existentiel, et ils se disent, au fond, la photo va de l'argentique, c'est-à-dire un métier de chimiste, vers le numérique, c'est-à-dire un métier d'informaticien. Et ils se disent, nous, on n'est pas informaticien. Donc la photo, c'est plus pour nous. Nous, on est chimistes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est progressivement abandonner la photo, mais se reconvertir autour d'activités liées à la chimie. Et cette question de dire, voilà, face à cette grande rupture, cette incertitude, etc., on commence d'abord par dire, OK, qui sommes-nous? Ah, on est des chimistes. Ah, et bien là, ça ouvre une voie stratégique. Et on voit bien qu'on est aussi non seulement dans de la stratégie, mais aussi de l'identité organisationnelle, y compris des gens qui sont dans l'organisation. On est des chimistes, et donc on ne va pas faire de l'informatique, ce n'est pas pour nous. Et on se réoriente stratégiquement. Et justement, il y a une question là-dessus, Philippe, que je prends, c'est tu fais quoi la différence entre l'identité et la singularité, en fait? Est-ce que pour toi, c'est alors, bon, l'identité, c'est un peu qui on est, et la singularité, c'est dans quelle mesure on est différent. C'est vraiment cette notion de… Par exemple, l'identité, c'est dire moi, je suis professeur. C'est mon identité professionnelle. Mais je suis aussi père de famille. Donc, c'est une autre façon de définir mon identité. L'identité, c'est un ensemble de marqueurs sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'identité, elle est toujours le résultat d'une négociation. C'est à la fois comment je m'inscris dans un groupe, comment le groupe me voit et me reconnaît. Et je peux aussi dire je suis français, ou je suis européen, ou je suis alsacien, ou je suis consultant, etc. Donc ça, c'est des identités professionnelles, individuelles, qui sont toujours le produit d'une négociation sociale. La singularité, c'est ce qui fait que c'est l'ensemble de tout ça, d'être à la fois professeur, père de famille, d'origine alsacienne, puis qui fait qu'au bout d'un moment, Philippe Silberzan ou Muriel Montagnier, ce sont deux personnes qui sont, pour un certain nombre de choses, différents des autres. Donc, un des enjeux, effectivement, c'est dans sa vie, c'est de construire cette singularité à des degrés plus ou moins forts. On peut avoir des gens qui ne souhaitent pas vraiment avoir de singularité, qui souhaitent au contraire se couler dans un moule, et moi je trouve ça très respectable. Mais on a au contraire, et on le voit beaucoup aujourd'hui dans la société où on a des indépendants, des gens construire une identité professionnelle qu'ils n'auraient pas forcément eu s'ils étaient encore salariés dans une organisation. Alors, ça a plein d'avantages, ça a aussi plein d'inconvénients, parce que c'est un coût important. Il faut être présent sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, se construire une singularité, en l'occurrence ici professionnelle, c'est pas la même chose qu'avoir une identité. Voilà, c'est un petit peu la nuance que je ferais entre les deux. Merci Philippe. Alors, je fais le lien avec, là, tu nous as expliqué le socle, en fait. Donc, partir de ce socle et construire à partir de cette singularité de qu'est-ce qui fait que je suis différent, en fait, et que je ne me conforme pas.
Euh, mais il y a aussi, et ce que je trouve très intérieur, est-ce que tu peux nous faire le lien avec maintenir la flamme intérieure? Je trouve que l'expression est très belle, mais il y a besoin des deux. Il y a besoin de s'appuyer sur le socle de cette singularité, et puis il y a besoin aussi de l'entretenir, en fait. Comment tu entretiens cette flamme? Pourquoi ça? Pourquoi entretenir Alors, cette flamme? Et comment? Oui, c'est un peu toute la. C'est qu'est-ce qui fait que je me lève le matin, en fait. Voilà, qu'est-ce qui m'anime individuellement, mais aussi collectivement. Moi, je pose souvent cette question dans les entreprises. Qu'est-ce qui vous anime? Et il y a souvent plusieurs réponses. On en parlait aussi. La réponse que donne souvent le monde du développement personnel, c'est la fameuse cathédrale, c'est-à-dire qu'il faut un purpose, voilà, quelque chose qui nous dépasse. Et en fait, pas forcément. Hein. C'est ce qui nous anime, ça peut être. Moi, je sais pas. Si on continue sur la fameuse histoire de la cathédrale, enfin, je pense que tout le monde la connaît. Le voyageur arrive et il est sur le chantier de la cathédrale, machin, et puis il demande à un ouvrier qu'est-ce que tu fais, et le gars lui dit je t'aide des pierres. Bon, puis il va voir un autre ouvrier, puis le deuxième lui dit je construis un mur. Ah, ok. Et puis il va voir un troisième et qui dit qu'est-ce que tu fais? Ah, je construis une cathédrale. Et après, vous avez 239 pages où le psychologue s'émerveille du fait que celui qui dit je construis une cathédrale, il a compris son purpose, alors que le pauvre qui taille des pierres, c'est un peu minable, quoi. Et moi, je trouve ça très critiquable comme posture, parce que pourquoi faudrait-il une cathédrale pour se dépasser? Je pense que les esclaves qui ont construit le pont du Gard n'étaient pas forcément très motivés par un truc qui les dépassait. Et inversement, quelqu'un qui taille une pierre, enfin, il suffit d'avoir discuté avec des artisans, ou même on l'a vécu soi-même. Moi, je suis nul en bricolage. Je peux vous dire que quand je réussis à réparer les toilettes qui fuient, je suis super fier de moi, en fait, vous voyez, parce que c'est quelque chose que j'ai fait avec mes mains, etc. Donc, cette flamme, c'est-à-dire ce qui nous anime, ce qui nous rend fiers, ça peut être, en artisanat, ça peut être le geste fait 10 000 fois qu'on améliore, et ce qui nous anime vient de l'intérieur. C'est la qualité du geste. Mais ce qui nous anime, ça peut être aussi le plaisir de travailler avec d'autres gens. Moi, je l'ai vécu. Quand j'ai créé ma première boîte, une des choses qui m'animait, c'était que les deux personnes avec lesquelles je travaillais cette boîte, c'était des gens que j'aimais beaucoup. Et le truc, c'était on va travailler ensemble et ça va être super. On va créer des choses. Et fondamentalement, c'était on va bosser ensemble. Voilà. Vous voyez, donc ce qui nous anime doit venir de nous, en fait. Et chacun le fait à sa sauce. Il y a des gens qui vont être animés par un purpose, sauver le monde, etc. Et c'est très légitime et c'est super. Il y a des gens qui vont être animés par l'idée de travailler avec des gens qu'ils respectent. Par exemple, être accepté dans une équipe commerciale de très haut niveau, parce qu'on sait qu'on parlait d'Apple tout à l'heure, on sait très bien que Steve Jobs était un chef absolument odieux. N'empêche que quand vous travailliez pour lui, vous saviez que vous étiez avec les meilleurs de leur industrie. Et ça, c'est une motivation incroyable. Vous saviez que les gens dans l'équipe, parce que Jobs, il avait plein de défauts, mais il ne tolérait pas la médiocrité, vous saviez que ça allait être très, très dur, mais que vous seriez avec les meilleurs de votre industrie. Et ça, c'est une motivation aussi. Voilà. Donc, cette espèce de flamme intérieure, elle va prendre sa source de façon très différente et chacun doit le faire à sa sauce. Mais encore une fois, le point de départ, c'est soi-même. Alors, quand je dis soi-même, c'est individuel ou collectif, hein, évidemment. Et puis après, il va y avoir cette espèce de cercle vertueux qui est que, comme on s'appuie sur ce qui nous anime profondément, on va répondre aux défis de l'environnement, que ce soit des attaques ou des opportunités. On va le faire de façon singulière. On répond à ces défis à notre façon. Et donc, on nourrit cette singularité en retour, puisque c'est la façon dont nous répondons à son défi, qui est elle-même originale et singulière, qui nourrit cette singularité. Et donc, on passe d'un cercle vicieux qui est, face au défi, je copie ce que font les autres, donc je perds de ma singularité. Plus je perds de ma singularité, moins je peux répondre de façon originale, et plus je dépends de l'extérieur pour agir, à un cercle vertueux qui est au contraire de nourrir sa propre singularité. Et au final, c'est pour ça que j'emploie cette expression, de tracer sa propre voie, qui peut être moins bien que les autres, qui peut être modeste, qui peut être vraiment 3 fois rien. Ça peut être juste que vous voyez, c'est pas juste de créer Facebook ou de créer Microsoft. Non, ça peut être très modeste ou très petit par rapport à ce que d'autres auraient fait. N'empêche que c'est notre voie. Voilà. Et ça, je pense que c'est en soi une source de motivation et de s'appuyer sur ce qui nous anime vraiment.
Alors, tu vois, Philippe, je reviens tout à l'heure, tu sais, sur les messages de communication, comme quoi on disait une des croyances ou un des modèles mentaux, c'était de dire qu'en transformation, il suffit de communiquer, avoir un message universel et on embarque tout le monde. Je vois le lien avec ce que tu me dis. Si la motivation et si la flamme à l'intérieur, elle est unique à chacun, ça veut dire qu'il faut, si tu veux embarquer un collectif, il faut avoir autant de messages que de personnes qui sont allées chercher vraiment ce qui motive chaque personne, en fait. Ce qui va faire le moteur. Oui et non. Là, on va voir quelque chose de très important qui est la constitution du collectif. Et la constitution du collectif, elle repose toujours sur une négociation. Et donc, on va avoir deux extrêmes. Le premier extrême, c'est l'individu qui est prêt à faire aucune concession. Là, il n'y a pas de collectif possible. Moi, j'arrive, je décide que je suis cool, donc je vais arriver à 10h30 au travail, mes collègues arrivent à 8h. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, s'il n'y a pas de concession de l'individu, il n'y a pas de collectif possible. L'autre extrême, c'est le collectif qui écrase l'individu complètement. Donc là, ça vient, tu te coules dans le moule, et il n'y a pas une ligne qui doit dépasser, et si tu te coules dans le moule, alors tu seras récompensé. Ça donne beaucoup d'efficacité, mais évidemment, on a un corps monolithique, et dans un monde qui change, c'est une source de très grande fragilité. D'où cette notion de diversité. La diversité, aujourd'hui, elle est traitée de façon très philosophique, très politique et assez naïve, je crois. Là, je parle plutôt d'une diversité presque cognitive, c'est-à-dire qu'on sait très bien que plus on a d'homogénéité dans un groupe, plus le groupe va être performant mais fragile. Moins il y a d'homogénéité, moins le groupe va être fragile, mais moins il va être performant. Bah oui, parce qu'on ne se connaît pas, on n'a pas les mêmes mots et tout. Et on a là une nécessité qui est, pour un collectif performant, d'avoir une espèce de tension entre accepter une part de diversité, parce que sinon on étouffe, mais il faut quand même des choses en commun. Et ces choses en commun, ce sont les modèles mentaux. C'est qu'on doit avoir un socle qu'on partage. Et là, il faut être assez clair. C'est-à-dire que si quelqu'un ne partage pas ce socle commun, il ne doit pas faire partie du collectif. Et c'est là qu'il faut dire, écoute, va trouver ton bonheur ailleurs, parce que ce collectif-là. Donc, quand quelqu'un rejoint ce collectif, c'est avec ses propres modèles. Il y a une possibilité aussi de faire évoluer le collectif, parce que c'est ça qui nourrit l'évolution du collectif. On recrute un stagiaire ou un alternant ou une alternante, on la trouve un peu bizarre, mais ce bizarre, ça veut dire qu'elle ne colle pas à nos modèles. Et donc là, on lui dit, soit tu colles à nos modèles et à ce moment-là, tu t'intègres, soit on se dit, en même temps, ce qu'elle dit n'est pas inintéressant, on pourrait peut-être faire évoluer nos modèles. Là, on a une vraie chance de pouvoir faire évoluer le collectif. Donc là, on retrouve un mot qui, je crois, est très, très important, c'est le mot de négociation. Et ça, c'est pour moi un des rôles du leadership, c'est d'être capable de négocier, parfois de dire non, de dire, non, tu dois venir à 8h30, et ça, c'est pas négociable, c'est comme ça. Et de se dire aussi, oui, mais peut-être que là, il y a une possibilité que l'intérêt de faire venir des jeunes ou des externes, des gens qui n'étaient pas dans notre organisation, c'est évidemment de s'ouvrir à des modèles mentaux nouveaux. On dit, on n'avait pas vu ça comme ça, tiens, c'est pas bête, peut-être qu'on peut changer. C'est comme ça que se renouvelle un collectif. Mais il faut accepter cette part d'ambiguïté et de jeu, quelque part, et de négociation entre... il y a des endroits où on va dire non, mais il y a des endroits où il faut être prêt à dire oui. C'est tiens, c'est peut-être... Voilà, là, il y a une possibilité d'évolution. Il y a une question de Samy qui nous dit, en incertitude, mieux vaut être focus ou bien être sur tous les fronts dans son offre? C'est un peu dur de donner une réponse générique. Il y a des vertus aux deux. Alors, on ne peut pas donner une réponse à tout, parce qu'il ne faut pas que l'organisation s'épuise. Donc, la grande difficulté, effectivement, de l'incertitude, c'est que tout est possible, en fait, puisque, justement, le monde n'est pas certain. Donc, j'aurais quand même tendance à donner une petite prime au focus, mais voilà, ça dépend un peu ça dépend un peu quand même des circonstances. Il y a un danger d'épuisement. Vous savez, quand on dit en incertitude, il faut être agile, ou vous savez cette expression, il faut garder ses options ouvertes. Là, il y a un vrai danger d'épuisement, c'est-à-dire qu'il y a un coût à garder trop d'options ouvertes, et surtout, il y a un coût à ne pas prendre de décision. On dit non, on va attendre. J'entends beaucoup ça avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je rencontrais un dirigeant il y a 2 semaines
Et il me disait, bon, sur l'IA, c'est quand même pas très clair, on va attendre un peu que ça se clarifie avant d'avancer. Et là, je lui ai dit, le problème, c'est que ça sera clair dans 15 ou 20 ans, vous voyez, parce que ça bouge tellement. Donc, garder ces options ouvertes, essayer de s'adapter à tout, c'est aussi le risque de la non-décision. Donc, je pense qu'il vaut mieux, en incertitude, et ça a été bien décrit avec quelque chose comme l'effectuation, il vaut mieux décider, mais moi j'appelle ça des petites victoires, décider à petite échelle, vous faites quelque chose, mais de petit. Si ça ne marche pas, comme c'était petit, le coût n'est pas trop élevé. Si ça marche, vous capitalisez. Vous voyez, donc l'incertitude ne doit pas mener à la paralysie. L'incertitude, elle exige l'action, mais évidemment, l'action à petite échelle, parce que comme c'est incertain, on a plein de paramètres qu'on n'a pas, mais il faut avant tout préserver la capacité d'action, je pense. Ce qu'on appelle un pilote en projet, en fait. Tu fais un pilote, oui, à condition que le pilote ne soit pas, pareil, avec ce dirigeant, il me disait, oui, on fait des POC, des Proof of Concept. Et je lui ai répondu, oui, la POC, c'est vraiment absolument idéal quand on veut rien faire. Parce que ça permet de dire qu'on fait des choses sans pour autant se mouiller, et donc c'est de l'inertie active, en fait. On fait rien, mais en faisant plein de trucs. Donc, oui, alors on peut l'appeler pilote, ou en tout cas, il faut avancer. Voilà, quel que soit le nom qu'on donne, il faut avancer, mais en incertitude, on doit avancer par petites touches, mais j'insiste bien, il faut avancer, et c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour plein d'autres choses aujourd'hui. Oui, la politique des petits pas, en fait, c'est ce que tu dis. Voilà. Moi, je suis avancer un grand défenseur de ça. ça. C'est ça, je vois qu'effectivement, ça l'est. D'accord. Autre chose, autre point, enfin, il y a dans ta 8e règle, c'est celle, je crois qu'on terminera avec celle-ci, si tu veux bien. Persévérer et croître dans son être. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, mais à 2 niveaux, s'il te plaît, Philippe, au niveau d'un dirigeant ou d'un individu, si tu veux bien, et au niveau d'une organisation, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'on retrouve cette idée de tension. Il y a un grand principe. Alors, je me méfie des analogies, mais celle-là, elle est assez intéressante. En biologie, on sait qu'un système biologique a 2 impératifs qui sont en tension. Il y a avant tout un impératif de protection. Il faut survivre. Donc, tout animal, toute espèce vivante doit avant tout survivre, mais elle ne peut pas faire que survivre. Elle doit aussi se développer, se reproduire, se développer. Alors, pour les humains, évidemment, on voit bien, c'est-à-dire que nous ne sommes pas la même personne que nous étions il y a 15 ans, mais c'est toujours nous-mêmes. On parlait de la singularité tout à l'heure, on a développé quelque part nous-mêmes. Donc, on a persévéré dans qui on était, puisque moi, je suis toujours Philippe, mais pas du tout la même personne que j'étais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, il y a aussi cette notion de développement. Donc, il y a cette espèce de tension entre, et c'est vrai encore une fois individuellement, mais aussi au niveau de l'organisation, un devoir évidemment de protection, il ne faut pas que l'entreprise meure, mais la stratégie ne peut pas être qu'un paradigme de protection où il faut juste se protéger de ce qui peut nous arriver. On doit aussi se développer, ça signifie que on doit aussi être capable de prendre des risques, parce que se développer, c'est lancer un nouveau produit, démarrer, recruter quelqu'un, etc., etc. Donc, c'est cette idée donc protection et développement. Et puis, par rapport à l'environnement, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure quand on disait de développer sa singularité, c'est aussi de se dire que cette singularité ne doit pas être une prison. On est nous-mêmes, mais la façon dont on se développe, c'est qu'on accepte les défis de notre environnement. Identitairement, c'est pas à prendre ou à laisser. Et l'identité de l'organisation comme de l'individu sont toujours une forme de négociation avec l'environnement. Alors, on le voit bien, moi je cite l'exemple du film de Disney, qui est Mulan, où on a l'héroïne, et ça c'est un grand modèle, modèle mental de la narration humaine, c'est ce qu'on appelle la trajectoire du héros, où on prend quelqu'un qui va subir ou qui va rencontrer des défis, d'accord, et ces défis vont lui permettre de progresser. Donc, à la fin de l'histoire, le héros, ou ici en l'occurrence l'héroïne, n'est plus la même personne. Elle a rencontré des défis. Alors, si l'histoire est bien faite, ces défis sont très difficiles. Elle passe évidemment à 2 doigts de la mort, sinon on n'y croit pas. Donc, il faut qu'il y ait des vrais défis. Il faut qu'il y ait des échecs très durs.
Hein, dans tous les films, à un moment donné, le héros, James Bond, il passe à 2 doigts de la mort, il y a plein de sang partout, donc sinon c'est pas crédible. Et C'est puis l'Odyssée d'Ulysse aussi. voilà, Ulysse, bien sûr. Et à la fin, le héros doit être transformé par ces épreuves. Et voilà, persévérer, mais aussi se développer dans son être. Alors, ce qui est très intéressant dans Ulysse, c'est que Ulysse, en fait, ne se développe pas. Ce qui est fascinant dans l'Odyssée, hein, mais ça c'est très grec, c'est que tout est fait pour qu'il revienne exactement au point de départ. Voilà, mais bon, on va peut-être pas faire sur mais ceux qui s'intéressent vraiment aux modèles mentaux peuvent étudier. Il y a un bouquin qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle David Auerbach, qui montre très bien ça, hein, que le modèle mental de l'Odyssée, c'est rien ne change. C'est très grec. Hein. Dans la trajectoire du héros, donc Mulan, donc toutes les légendes, hein, souvent, c'est le contraire. C'est-à-dire que le héros, au début, ou l'héroïne est quelqu'un de lambda, et puis il y a un appel à la trajectoire. Alors, voilà, il se passe quelque chose et tout, Luke Skywalker, etc. Et le héros va être transformé par ces épreuves. Et ça, je crois que c'est une vraie métaphore aussi, effectivement, de persévérer, de se développer dans son être. C'est que nous rencontrons des épreuves dans la vie. Alors, il y a 2 positions. Soit on peut dire c'est injuste, ça ne devrait pas être comme ça, je suis à prendre ou à laisser. Ben là, c'est l'enfermement. Ou il y a la posture qui consiste à dire bon, bah voilà, c'est comme ça, il y a cette épreuve qui s'impose à moi, un défi, et bah, je vais essayer d'y répondre. On retrouve la singularité à ma façon. Et la façon dont je vais répondre et ce qui va se passer au résultat va normalement me nourrir et qui va faire qu'après ces épreuves-là, ben, je ne serai plus la même personne. Je serai plus sage ou moins sage, je ne sais pas, mais enfin en tout cas. Donc cette transformation-là, puisqu'on a beaucoup parlé de transformation, elle vient à la fois des épreuves qu'on rencontre, négatives ou positives, parce qu'une épreuve, un défi, ça peut être aussi une opportunité économique, c'est pour ça qu'on crée une entreprise, ça peut être un deuil, voilà, etc. Donc ces épreuves-là nous transforment et nourrissent notre singularité. Voilà, ça s'appelle la vie, en fait. Hein. On redécouvre des choses très fondamentales, mais qui sont, voilà, qui sont ce qu'elles sont. Merci Philippe. Écoute, le temps passe très très vite. On serait oui, déjà, ouais, tellement c'est intéressant, en tout cas passionnant. Merci beaucoup pour à la fois ta pédagogie, ces exemples que tu nous donnes, et puis la conviction qui t'anime aussi pour le faire. C'était extrêmement clair. J'espère que ça a été clair pour vous. Merci aux participants et aux participantes, en tout cas, pour leurs questions. On n'a pas pu répondre à tout. C'est un peu le jeu, malheureusement, mais... Et voilà, mais merci à vous tous et vous toutes pour avoir justement posé toutes ces questions qui montraient que c'est passionnant, un sujet passionnant. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. Rendez-vous le 24 avril pour poursuivre notre expérience des matinales. Merci Philippe, encore une fois. Merci à toi pour ton invitation. Et puis à très bientôt. Toujours bonne continuation dans notre monde d'incertitude. Au revoir.